Bien, je suis très heureux d'accueillir avec vous le professeur Jean Garrigue. Il ne pouvait pas y avoir d'homme mieux adapté pour traiter le sujet que nous traitons, et spécialement pour traiter le sujet que nous traitons ici. Jean Garrigue est un historien éminent. Il enseigne l'histoire contemporaine à l'université, si je dis une bêtise, vous me dites, à l'université d'Orléans. Il est le président, le responsable du centre du comité d'études historiques et politiques, c'est ça, historique politique, d'histoire parlementaire et politique, d'EP. Il est spécialiste de l'histoire. Il a deux sujets de préoccupation intellectuelle, enfin, qui organisent ses études. La première, c'est l'histoire des centres. Et la deuxième, c'est l'histoire des rapports entre le monde économique et le monde politique. Et donc, ces deux sujets-là le rendaient bien sûr tout désigné pour cette réflexion sur précisément la République face aux tentatives et aux tentations de corruption. Je veux ajouter cela à votre usage et à l'usage de ceux beaucoup plus nombreux qui nous regardent sur Internet, comme vous y êtes maintenant habitués. C'est un homme pour qui j'ai une grande estime intellectuelle. Et Jean-Pierre Rioux va vous le présenter plus avant, parce que lui aussi partage avec Jean Garrigue les centres d'intérêt que vous savez de l'histoire intellectuelle des courants politiques qui nous intéressent dans la République. Mais je tiens à dire, moi qui ai assez souvent débattu avec lui ou parlé avec lui, par exemple dans le cadre des Journées de l'Histoire de Blois, dont il est un des responsables ou un des animateurs, que c'est un homme d'une qualité tout à fait éminente qui le désigne dans un premier temps pour parler devant vous, et comme le temps est long et que je lui ai dit plus souvent, je pense que c'est quelqu'un qui devra dans la cité défendre les idées qu'il aura longuement élaborées au travers des travaux universitaires qui ont été les siens. Donc je vais maintenant passer la parole à Jean-Pierre Rioux pour une introduction adaptée et brève. Tiens, attendez, Jean-Pierre. Oui, merci à Jean Garrigue d'être avec nous ce soir. François l'a dit, il est professeur à l'Université d'Orléans, c'est un de nos grands spécialistes d'histoire politique et parlementaire. Et puis le titre de ses travaux au fil des années montre bien qu'il est un de ceux qui sont le plus capables de traiter le sujet de ce soir. Il a fait un livre sur le général Boulanger, n'est-ce pas? Il a fait un livre sur la République des hommes d'affaires. Il a fait un livre sur les scandales de la République. Et il a fait quelque chose. À mon avis, il doit prévoir une suite. Oui, mais c'est sans doute prévu, n'est-ce pas, pour l'édition de poche, n'est-ce pas, à tous usages. Et il a dirigé un livre qui peut vous être à tous très utile. Il a dirigé 80 collègues et amis, dont moi, sur la France de la Ve République, qui est une très bonne mise au point sur quantité de sujets. Et Jean a signé notamment une exécrable biographie de François Bayrou dans cet ouvrage collectif. Bon, moi, je me suis contenté de faire autre chose, prudent. Voilà. Bon, donc tout ça pour vous dire la qualité de l'ami qui veut bien nous rejoindre ce soir. Alors sur un sujet, plus que d'actualité quand même, on a eu un week-end pas triste quand même, entre le sourire de M. Cahuzac sur le marché de Villeneuve-sur-Lot, c'est quand même quelque chose, hein, et le non-lieu de M. Woerth. Ou le non-lieu prochain, si j'ai bien compris. Bon, alors nous examinons, je vais être très bref, pour compléter, je vous signale que Jean a fait
une très bonne interview dans Réforme le 11 avril 2013. Vous retrouverez peut-être ça assez facilement. J'espère qu'il va nous en dire à peu près l'essentiel ce soir. Nous examinons ce que certains appellent les zones grises de la démocratie, ou la zone grise de la démocratie. Parce que, quoi que nous disions et que nous pensions, c'est intimement lié à la démocratie, cette affaire. Et donc, tout ce qui touche aux arrangements, au favoritisme, aux conflits d'intérêts, etc., aux dessous de table et aux paradis fiscaux, est assez intimement lié. Et donc, ceux qui voudraient peut-être aller plus loin, je vous signale le petit livre de Pierre Lascoum qui s'appelle « Une démocratie corruptible » dans la collection La République des idées. C'est un livre de sciences politiques, pas très facile, pas tout à fait, pas très vivant, pas facile d'abord, mais qui explique comment la science politique, ici et là, et pas seulement en France, a analysé ces phénomènes de corruption. Donc je vais laisser la parole à Jean Garrigue, et avec quand même en tête deux choses qui nous préoccupent tous politiquement, puisque beaucoup d'entre vous doivent être en train de réfléchir à des listes pour les municipales, avec quelles alliances et quels thèmes favoris, et quelle implantation, je dirais, dans les mini ou les grands éventuels scandales locaux. Comment gérer ça politiquement au nom de cette clarté, cette honnêteté que nous revendiquons tous et à tout moment, dès lors qu'on est quand même dans une logique qui consiste à dire tous pourris, bien sûr, tous pourris. Mais si on dit tous pourris, on ne peut jamais désigner les vrais pourris. C'est ça la grande difficulté, je crois, politique. Bon. Et donc, le tout vous le savez mieux que moi, dans le rôle accéléré des médias et, je dirais, l'activisme politique qui fait que la réponse aujourd'hui en France, notamment à l'affaire Cahuzac, a été soyons transparents tout de suite et à jamais, et dans les circonstances que vous savez. Donc, je n'en dis pas plus. Jean, tu as la parole. Merci. Merci beaucoup. Je suis évidemment très heureux d'être parmi vous. C'est la deuxième fois d'ailleurs que je viens à l'invitation de Jean-Pierre et de François Bayrou. Je les remercie pour leurs compliments qui sont bien trop élogieux. Sur mon sens politique, j'ai quelques réticences, sinon je ne serais pas encore professeur à l'Université d'Orléans. J'aurais réussi à me faire élire à Paris. Voilà, j'ai quelques réserves sur mes propres capacités. En revanche, ce qui est vrai, c'est que depuis un certain temps, je suis au fond un des rares historiens et politistes à m'intéresser à ces questions du rapport entre les hommes de pouvoir et l'argent, qui me paraissent pourtant des questions fondamentales et dont je sais que François Bayrou a fait un de ses champs de réflexion. Et au fond, là aussi, sur le long terme, on s'aperçoit qu'il est relativement isolé dans la classe politique pour avoir une pensée cohérente sur ces questions. Alors, évidemment, les affaires qui viennent de se produire, mais comme vous le disiez, je pourrais rajouter ad libitum des chapitres à mon histoire des scandales. Ces affaires récentes touchent à la dissimulation de fraude fiscale pour M. Cahuzac, aux soupçons de financement occulte des partis politiques en ce qui concerne l'affaire Woerth-Sarkozy, l'affaire Guénaud-Sarkozy, comment faut-il l'appeler, voire l'affaire Guéant, qui nous conduit dans ces zones troubles. Et elle pose plusieurs questions. Elle pose la question du mensonge public, donc d'une culture de l'opacité, sur laquelle je vais revenir et qui me semble être une vieille tradition française. Elle pose la question du rôle des contre-pouvoirs, et on a vu à travers ce qu'était l'action notamment d'un média qui s'appelle Mediapart, ce que pouvait être le questionnement sur ce rôle des contre-pouvoirs. Elle pose la question aussi des vertus thérapeutiques du scandale à travers les décisions prises à chaud par François Hollande pour prendre les conséquences de ces affaires ou de ces scandales. Et elle pose aussi la question de l'exploitation, comme d'habitude, de ces affaires, le thème du coup de balai qui, de façon assez surprenante d'ailleurs, n'est pas venu cette fois de l'extrême droite, comme c'est la règle, mais de l'extrême gauche, de Jean-Luc Mélenchon, ce qui pose aussi la question de la diversité des populismes et de la difficulté à les qualifier. Mais ça ce serait encore un autre problème.
Alors ces questions-là, évidemment, sont des questions que je me suis déjà posées en travaillant sur l'histoire des scandales, l'histoire des affaires, et ce sont des questions qui se posent évidemment aux universitaires comme moi, comme aux politiques. Je vais les traiter en 4 ou 5 points, en essayant de ne pas être trop long, de ne pas vous abreuver sous des récits historiques, et en vous conseillant de lire cette histoire des scandales qui a été rééditée en poche aux éditions du Nouveau Monde, et puis en lisant aussi les œuvres de Pierre Lascoum, avec qui j'ai souvent débattu et travaillé. Un beau nom béarnais. Un beau nom béarnais. Moi, je n'ai qu'un nom du sud-ouest, mais enfin, c'est aussi un nom dont je suis fier. Et cette question-là, d'abord, c'est un problème éternel de la démocratie. Quelque chose de nouveau et de cantonné à la Ve République ou aux années qui viennent de s'écouler. Déjà, sous la République romaine, 70 ans avant notre ère, un puissant magistrat de la cité romaine, qui s'appelait Verrès, avait été accusé de détournement de fonds, d'abus de pouvoir, une pratique qui à l'époque n'était pas exceptionnelle, mais il avait trouvé sur sa route un accusateur public de grand talent, sorte d'ancêtre de mélange d'Edoui Plenel et d'Eva Joly, qui s'appelait Cicéron, avec le talent oratoire de François Bayrou, par exemple, et qui avait obligé Verrès à quitter la cité de Rome. Il s'était réfugié à Marseille, où il avait d'ailleurs coulé des jours très heureux, comme la plupart des hommes politiques qui ont affaire à la justice aujourd'hui. Mais déjà, le scandale de corruption était une composante de la vie politique, puisque, essentiellement pour Cicéron, l'objectif de son accusation n'était pas tellement de discréditer Verrès, mais de discréditer autour de Verrès ce qu'on appelle le parti des aristocrates, en fait, alors que lui était le représentant du parti des populaires. Vous voyez de quelle manière la question du rapport à l'argent est aussi une composante, un moteur, un catalyseur de la vie politique, et au fond, c'est ce qui m'intéresse aussi dans ces scandales. Le scandale fait partie de la vie politique, d'ailleurs pas seulement sous la démocratie, simplement dans les régimes autoritaires, on n'en parle pas, et les dérives, les détournements de fonds, etc., la corruption, c'est beaucoup plus facile dans ces régimes autoritaires. Ça a toujours existé dans les régimes de monarchie française, qu'elles soient royalistes ou impériales. Le Second Empire était friand de ce genre de dérive. Mais c'est vrai qu'avec la démocratie, vous avez la séparation des pouvoirs, la compétition entre les partis, la liberté de la presse aussi, et donc à la fois des occasions multiples de corrompre et des occasions multiples d'utiliser la corruption comme une arme politique, et c'est pourquoi cette arme-là est devenue redoutable, et c'est pourquoi l'évolution au fond de nos républiques depuis 1870, depuis que la démocratie parlementaire s'est définitivement installée en France, peut apparaître comme une sorte de litanie de scandales. J'en avais comptabilisé une bonne quarantaine, voire une cinquantaine dans les 150 ans que j'avais étudiés. Alors, bon, plusieurs remarques à cet égard, et là encore, je voudrais essayer que ma réflexion historique ne soit pas trop lourde et qu'elle nous amène à des réflexions plus présentes. C'est sans doute essentiellement ce que vous attendez de mon intervention, mais pardon, je vais être obligé aussi de faire référence au passé qui m'intéresse. D'abord, un constat qui se dégage, c'est que les conjonctures de crise comme celle que nous vivons, une crise profonde, qui va bien au-delà d'une crise conjoncturelle née des subprimes en 2008, qui est une crise profonde de mutation de la société française depuis 40 ans. Ces périodes de crise sont le terreau privilégié de ces affaires. Ce sont des moments privilégiés pour qu'éclatent ces affaires. Les grands scandales des années 1880 se faisaient sur fond d'une crise économique mondiale qui était
commencé en 1882, celles des années 30, pareil, les grandes périodes de scandales, les grandes périodes d'affaires sont des périodes qui sont liées à une instabilité politique, morale, sociale des sociétés démocratiques. Et finalement, on peut constater que les 30 glorieuses de l'économie française, ces années 45-75, 5-70 ont été relativement exemptes de ce type d'affaires. Il y en a eu, j'y reviendrai, mais au fond, on voit bien qu'il y a une relation de cause à effet et que les affaires se sont multipliées depuis que la société française est en crise. Alors il y a d'autres raisons, je vais y revenir, mais c'est un premier point qu'il faut souligner et qui a permis évidemment à tous les partis, on peut qualifier rapidement de populistes, extrémistes, simplificateurs, à la recherche de boucs émissaires, évidemment de prospérer sur ce terreau du scandale en période de crise. La droite nationaliste avait exploité... Le boulangisme avait exploité l'affaire des décorations en 1887. La droite nationaliste était en pointe dans la dénonciation du scandale de Panama en 1892. Pareil au moment de l'affaire Stavisky en 1934. Les poujadistes se sont intéressés au scandale des années 50 et les communistes aussi, beaucoup dans les années 50. Et puis on sait que le Front National s'est nourri, s'est abreuvé depuis les années 1880 de ces dérives de la démocratie, avec aujourd'hui peut-être une dimension supplémentaire dans cette conjoncture qui est la nôtre et qui a trait sans doute aux symboliques qui ont été générées par la présidence de Nicolas Sarkozy autour du président des riches, à cette frénésie au fond d'une droite décomplexée par rapport à l'argent, qui était une des grandes idées de Nicolas Sarkozy, et qui finalement a abouti à quoi? À faire peser une suspicion généralisée sur la classe politique dans son rapport soi-disant privilégié à l'argent et qui entraîne une intolérance et une moindre capacité d'acceptation de l'opinion publique vis-à-vis de ces dérives. Et je crois que ça, c'est quelque chose conjoncturellement qui est intéressant à étudier. Je pense que ce qui s'est passé sous la présidence de Nicolas Sarkozy a entraîné, là encore, une dramatisation de cette positionnement de l'opinion vis-à-vis de ces problèmes. Troisième point. Le troisième point, c'est de dire que, évidemment, il y a une évolution historique de ce rapport à l'argent et de ce qui fait scandale par rapport à l'argent. Là, on peut dire que, au fond, on est allé de la dénonciation des comportements individuels vers, je dirais, des systèmes, vers des dénonciations de nature systémique. Et je m'explique. La Troisième République, incontestablement, c'est l'époque où on commence à découvrir la corruption individuelle, corruption d'un Daniel Wilson, gendre du président de la République et qui, vous le savez, depuis l'Élysée, trafique industriellement des décorations, notamment des Légions d'honneur, et s'enrichit considérablement. Il n'en avait pas besoin d'ailleurs parce qu'il était déjà un très riche industriel. Corruption des individus parlementaires, même si ça touche 150 députés et sénateurs au moment du scandale de Panama. C'est une corruption de masse, mais qui intéresse individuellement, qu'on n'assimile pas à un système. Je vais y revenir, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une sorte de système de dons et de contre-dons qui s'était installé dans la vie politique de la Troisième République. Et puis, ça mène jusqu'au ripoux de la Troisième République, comme des escrocs comme Rochette ou Strick, qui magouillent avec quelques hommes politiques, ici et là, des avocats d'affaires particulièrement. Et puis, les ripoux de la Cinquième, des féodaux municipaux comme Jacques Médecin, à Nice, Michel Mouillot à Cannes, Maurice Arex à Toulon, Jean-Michel Boucheron à Angoulême, qui sont un peu finalement la queue de comète de ces phénomènes de corruption individuelle qui finalement ont tenu en haleine les médias, la presse pendant toutes ces périodes. Avec effectivement une sorte de religion républicaine qui s'agrippe à ces dérives de l'argent, qui au fond est la conséquence d'une sorte de double héritage historique, qui fusionne à la fois la diabolisation de l'argent,
entretenue pendant des siècles par l'Église catholique romaine, mais aussi par la gauche française. À partir très tôt, à partir de la période robespierriste, on va dire, et puis la soif d'intégrité de la tradition républicaine, de sorte que la religion républicaine est le respect d'une éthique citoyenne qui veut que l'élu soit imperméable à l'argent, hein, et la corruption apparaît comme le péché capital de ces dérives républicaine. J'y ajouterai ensuite l'affairisme. L'affairisme qui souvent se rapproche gravement de la corruption, qui ne se confond pas avec la corruption, mais qui est très souvent aux lisières de la corruption. Le goût de l'argent, le mélange des intérêts. Évidemment, il y a une infinité de gradations dans cet affairisme qui apparaît scandaleux. Un Joseph Caillaux, par exemple, au début du XXe siècle, flirte avec le scandale parce qu'il est considéré comme un homme politique affairiste. Jean de Broglie, à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, un des proches de Valéry Giscard d'Estaing, proche au début, moins ensuite, est un homme qui traîne avec lui un parfum assez sulfureux. On pourrait en parler de cette affaire de Broglie, qui l'a conduit d'ailleurs à la mort, mais qui, voilà, ça n'est pas de la corruption, mais c'est un lien trouble, c'est une zone trouble avec le monde des affaires. Je le répète, on est là aux frontières de l'abus de bien social, du clientélisme, de la complaisance aussi envers les intérêts privés. Et là, par exemple, une affaire comme celle de ce qu'on appelait l'affaire Aranda en 1972, lorsque ce haut fonctionnaire du ministère de l'Équipement dévoile un certain nombre de dossiers, de lettres, de correspondances qui montrent à quel point les élus gaullistes, finalement, entraînent vraiment très largement avec l'intérêt de l'État et favorisent leur clientèle politique, leur clientèle électorale et leurs liens privés avec des intérêts industriels. Je dirais que ça mène jusqu'au délit d'initié de la période du deuxième septennat de François Mitterrand. Les délits d'initié, à propos de l'affaire Péchinet, l'affaire de la Société Générale, le rôle des chefs de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances de l'époque, homme intègre, Pierre Bérégovoy, mais le rôle de son entourage, des hommes comme Jean-Charles Naouri, Alain Boublil, pose quand même la question de cet affairisme, cette gangrène affairiste, cette confusion des genres qui pèse sur la vie politique. Parfois, il s'agit tout simplement d'imprudence, de légèreté, hein, si l'on prend le cas, par exemple, de Robert Boulin. Robert Boulin, là aussi décédé dans des circonstances tragiques en 1979, à la suite d'une affaire un petit peu trouble dans laquelle il a pu se montrer assez léger vis-à-vis des intérêts privés, tel Roland Dumas acceptant les cadeaux de Christine Devier-Joncourt, Dominique Strauss-Kahn dissimulant ou cachant ou oubliant la cassette de Jean-Claude Méry dans sa boîte à gants, ou Valéry Giscard d'Estaing acceptant les cadeaux les trophées de chasse de son cousin Bokassa, l'appartement d'Hervé Guémard, les cigares de Christian Blanc. Tout ça, ce n'est plus de l'affairisme, c'est une conception au fond, et c'est ça très important pour comprendre ce qui s'est passé depuis la Troisième République dans la classe politique française, la caste politique française. C'est une conception régalienne du pouvoir qui fait qu'en réalité, prendre quelques libertés avec la règle, avec la norme, avec l'éthique, c'est pas bien grave, parce qu'au fond, on est propriétaire de son pouvoir. On est propriétaire du pouvoir politique, et finalement, la transparence, le devoir d'intégrité, finalement, passe au second plan vis-à-vis de cette propriété du pouvoir. D'ailleurs, que dire des trésoriers des partis politiques impliqués dans les années 90, et pas seulement d'ailleurs le Parti socialiste, toutes les familles politiques, malheureusement, impliqués dans des systèmes plus illégaux les uns que les autres pour courir après les dépenses exorbitantes. Et là aussi, il y aurait peut-être une réflexion à mener de campagne. Ça me mène à ce que j'appelle les dérives systémiques. C'est-à-dire qu'il y a une autre chronologie des affaires, une autre chronologie de la corruption qui
qui nous montrent que des systèmes se sont mis en place. Je parlais tout à l'heure de Panama, où vous avez 150 députés et sénateurs qui, dans les années 1890, sont pris la main dans le sac, la main dans le pot de confiture pour avoir accepté des pots de vin de la compagnie de Panama. La presse est totalement corrompue, d'ailleurs, aussi dans cette affaire. Il y a un système qui fait que pour ces hommes politiques-là, à la fin du XIXe siècle, recevoir des petits cadeaux de la part de chefs d'entreprise, de la part de sociétés privées, d'hommes d'affaires, des tuyaux boursiers, etc., relève de la normalité, du don et du contre-don. Il y a un système radical dans les années 30 qui fait que Stavisky, l'escroc, est protégé par des avocats d'affaires qui travaillent pour lui éventuellement, par un procureur, et éventuellement par le président du conseil. On a beaucoup parlé de Camille Chotan à l'époque. Au fond, par le parti radical dans son ensemble qui ferme les yeux sur ses liens complices avec Stavisky. Il y a un système colonial sur lequel on pourrait revenir, mais je ne vais pas m'étendre. Il y a un système gaulliste, l'État gaulliste des années 60, notamment dans ses liens avec le monde de la promotion immobilière, et qui aboutit à une litanie de scandales immobiliers sur la garantie foncière, notamment en 1971, qui implique un député, André Rive-Henry, qui était un proche de Jacques Chaban-Delmas, qui a contribué beaucoup à affaiblir Jacques Chaban-Delmas. Eh bien, tout ça relève là aussi d'une dérive systémique. Ce qui fait dire à Michel Poniatowski à l'époque qu'il y a les copains et les coquins de l'État gaulliste. Ce qui fait que Georges Marchais va conduire des manifestations au cri de Chaban démission, à bas le régime des scandales. Alors que Chaban-Delmas, très vraisemblablement, est assez loin de ces dérives affairistes. Et encore, certains journalistes que j'ai consultés me disent que... y a le système giscardien aussi. N'y a-t-il pas eu un système giscardien autour de Jean de Broglie? On a beaucoup parlé au moment de son assassinat. On a parlé de financement plus ou moins occulte des Républicains indépendants, dont il était le trésorier. Bon, je ne me prononce pas, mais ce n'est pas mon rôle. Le système mitterrandien, alors que la 50e des 110 propositions de François Mitterrand, 110 propositions, il avait eu cette habileté de ne pas parler de programme. La justice sera appelée à faire toute la lumière sur les affaires dans lesquelles ont été mises en cause des personnes publiques. Quel paradoxe si on évalue par la suite ce qu'ont été les deux présidences de François Mitterrand. Comment ce mythe de l'intégrité a totalement explosé en vol au vu des pratiques. Alors pourquoi cette explosion des affaires à l'époque mitterrandiste? Pourquoi ce système mitterrandien? Bien parce que le contexte des années 80 s'y prête. C'est l'apologie de l'argent roi, ce qu'on a appelé les années fric, les années des Golden Boys. D'où le danger des cultures de l'argent quand elles se propagent de manière trop active, trop prégnante dans une société. C'est l'époque aussi l'avènement de la politique spectacle et le déferlement des besoins sans cesse plus importants des partis et des candidats. D'où le danger aussi de ces dérives, me semble-t-il. Mais là, il faudrait que les politiques, et notamment François Bayrou, donnent son avis, il est plus qualifié que moi pour le donner. De l'argent, toujours de l'argent, il faut bien le trouver, déclare Gérard Monat, qui était l'homme du système Urba, système de bureau d'études extrêmement régulé, hiérarchisé, qui s'était mis en place pour drainer de l'argent vers les candidats socialistes. C'est ce qu'il dit le 6 octobre 1989, au moment où l'affaire a déjà éclaté. Et puis toutes ces lois sur la décentralisation qui ont donné de nouveaux pouvoirs aux collectivités locales, aux collectivités régionales, et évidemment ont favorisé la multiplication des appétits, donc des occasions de corrompre. Et toutes ces féodalités locales qui ont émergé comme ça dans les années 1980-1990, que ça soit sur des individus ou des systèmes, comme par exemple le système vous savez, les attributions des marchés, des lycées d'Île-de-France, autour du président du conseil régional, Michel Giraud, avec une distribution extrêmement, là aussi, régulée entre les grands partis politiques. Entre presque tous les grands partis. Il faut le reconnaître. Une famille était restée imperméable. Une autre aussi, mais bon, elle nous intéresse moins. Était resté imperméable, ce type de répartition malsaine. Bon.
D'où ce choc, ce choc de l'opinion face au délit d'initié dont j'ai parlé tout à l'heure, Société Générale et Péchinet en 1988, et qui permet à Alain Juppé, j'allais dire presque légitimement, de dénoncer la gauche la plus pourrie du monde. C'est surtout la fin d'une illusion, celle de cette gauche morale et incorruptible, qui au fond s'était toujours présentée jusqu'aux années 80 comme une sorte de rempart face à cette république corruptible qui fait l'objet de nos réflexions aujourd'hui. Et puis il y a aussi, et alors à contrario, le réveil des contre-pouvoirs, qui est une chose très importante. Au tournant des années 80, la presse française, s'inspirant du modèle anglo-saxon, le modèle du Watergate, on n'a que le Watergate à la bouche, et apparaît une génération de journalistes qui veulent mener des investigations sur ces problèmes, sur ces dérives. Et ils peuvent désormais collaborer avec une nouvelle génération de juges, les Thierry Jean-Pierre, Renaud Van Ruymbeck, Eva Joly, Eric Alphen, bien décidés à rompre le mur du silence qui avait été imposé jusque-là et qui va l'être encore à certains moments de notre histoire politique. Et avec des nouvelles pratiques, la pratique systématique des fuites, de l'instruction vers la presse, les perquisitions coup de poing, certaines starisations des juges, qui évidemment fait hurler les politiques, et on le comprend, mais qui en même temps, au fond, sont apparus à l'époque comme les instruments indispensables de ce réveil des contre-pouvoirs. Et puis il y a le système Chirac. Le système Chirac qui se révèle à la fin des années 90, système de financement occulte du RPR, étroitement lié à la mairie de Paris et à ses marchés, essentiellement marché des HLM, mais pas seulement. Et alors là, système avec des fusibles, les Michel Roussin, Pérolle, Robert Pandreau et Alain Juppé qui vont jouer le rôle de fusible, alors que celui qui est au cœur du système, a priori, est aussi au cœur de la polémique lorsque Le Monde du 22 septembre 2000 publie le fameux texte de la cassette vidéo enregistrée par Jean-Claude Méry en 1996 et qui accuse Jacques Chirac d'avoir été présent lors d'une remise d'argent occulte en octobre 1986. Et là, ça nous amène à une quatrième idée qui est cette culture de l'opacité, de l'omerta française, qui est quand même quelque chose de très très fort, puisque face aux aveux de celui qui était quand même l'intermédiaire, alors même s'il avait des... comment dirais-je, on pouvait mettre en doute sa parole et puis et surtout ses arrière-pensées. Il y avait quand même là matière à réfléchir pour la classe politique. Et on se heurte à quoi ? On se heurte à une petite phrase abracadabrantesque. On se heurte à ce que dit Jacques Chirac, il n'y a pas de crise morale et politique en France aujourd'hui. Pas de crise morale le 14 décembre 2000, alors que moins de 2 ans plus tard, à l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen est au 2e tour. On croit rêver, ou en tout cas, on est là quand même dans un déni de réalité. Déni d'ailleurs encouragé par l'opposition de gauche, puisqu'elle est elle-même engluée dans ses propres affaires, la MNEF pour Dominique Strauss-Kahn, les affaires qui tournent autour d'Elf pour Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, celui-là même qui va valider l'immunité du président de la République, Jacques Chirac. Et l'on voit bien à quel point, ça c'est de toute éternité, cette espèce de jeu de tu me tiens par la barbichette, cet entrelac au fond d'impunité croisée, contribue à cette impunité, à cette opacité du monde politique. Et alors, ça conduit à quoi ? Ça conduit à une sorte de mouvement d'attaque rangée contre les contre-pouvoirs, c'est-à-dire une riposte des politiques contre la presse et la justice. François Mitterrand, janvier 1992, la presse prend les hommes politiques pour des ennemis. C'est comme ça que la démocratie s'est altérée. Lui qui avait fait campagne en 1980 précisément pour la transparence, la régulation, le contrôle et l'anticorruption. Et c'est ce qu'avait d'ailleurs répété Pierre Bérégovoy lorsqu'il avait fait son discours d'investiture, discours de politique générale, en 1992. C'est là que François Mitterrand, la mort de Pierre Bérégovoy, parlera des chiens qui ont aboyé, faisait allusion à certains médias, et notamment à Edoui Plenel. Cette constance dans la volonté
d'immunité, d'entretenir l'immunité des politiques, elle explique aussi la levée de boucliers contre Mediapart au moment de l'affaire Cahuzac. Et on s'aperçoit après coup que peut-être on aurait dû être un peu plus à l'écoute de ce que disait un média, même si ce média peut être critiqué, les outrances, les partis pris de celui qui le dirige peuvent être sujets à critique, et j'y souscris moi aussi. On voit ce qui est advenu aussi des juges, de cette génération des juges des années 90, dont beaucoup ont dû jeter l'éponge, et de manière tout à fait caractéristique, s'orienter dans le champ politique pour pouvoir mener leur combat anticorruption. C'est-à-dire qu'une Eva Joly, un Eric Alphen, avec tous les défauts qu'on peut leur trouver, là encore, il ne s'agit pas de les idéaliser, mais enfin, il faut constater quand même que les juges ont été là aussi très affaiblis par le pouvoir politique, et qu'au fond, depuis que des grandes lois des années 90 ont tenté de réglementer le financement occulte des partis politiques, ces lois ont été régulièrement contournées par des associations de complaisance, par des salaires fictifs, par des paradis fiscaux. L'affaire Clearstream, c'était aussi une affaire de paradis fiscaux. C'était avant tout une affaire de paradis fiscaux, avant d'être un règlement de compte politique entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Alors évidemment, tout ça, je vais essayer de pas être trop long, je dis toujours ça, et puis je me perds dans les détails, mais tout cela entretient évidemment une méfiance envers les élites politiques. Et cette méfiance, elle dure depuis le début de la Troisième République. Elle a été récupérée par les populismes. Le tous pourris, c'est un thème récurrent. Je le dis à ceux qui m'interrogent, les journalistes, nous ne sommes pas dans les années 30. La société française n'est pas celle des années 30. La démocratie, Dieu merci, c'est aussi quelque chose qui est l'objet d'une maturation. Donc les gens comprennent, et le tous pourri n'a pas la même valeur aujourd'hui qu'il l'avait à l'époque. Il n'empêche que le fossé est là, que la méfiance est là, et que particulièrement en ce moment, on est dans un regain de méfiance envers les élites, et notamment envers les élites politiques. Mais il faut voir aussi que, et ça aussi c'est une constante historique, il y a une thérapie démocratique. C'est-à-dire que ce que permet la démocratie, c'est-à-dire ces dérives, elle permet aussi d'essayer de les résoudre, d'essayer en tout cas de les mettre à jour, et c'est très important de les mettre à jour. Il ne faut surtout pas rejeter la dénonciation des affaires parce qu'elles occasionnent ces dérives populistes. Non, il faut les accepter, ces dérives populistes, et les prendre à bras-le-corps et essayer de résoudre les problèmes. Alors, moi, je vois trois directions pour résoudre ces problèmes de la démocratie aujourd'hui. Du côté de l'opinion publique, il faut justement passer de cette culture du cynisme, de la résignation, à une culture de l'exigence, c'est-à-dire la culture de l'exigence qu'on peut trouver, par exemple, me semble-t-il, sans l'idéaliser là encore, dans les modèles scandinaves, en Europe du Nord, voire dans certaines institutions qui existent dans les pays anglo-saxons, y compris aux États-Unis, où la vérification, le contrôle sont incontestablement beaucoup plus forts qu'ils ne le sont dans notre classe politique française. Alors évidemment, il y a des tas de moyens, on pourra y revenir, mais il y a une société française qui, du bas jusqu'au sommet, est trop familiarisée avec ces pratiques de la déviance, du dysfonctionnement, de la dérive, de la débrouille en quelque sorte. Ça va de ce qu'on appelle le black jusqu'aux dérives de nos élites politiques. Il y a dans la société française une indulgence coupable envers les fraudeurs et les tricheurs, du bas de l'échelle au sommet de l'ascenseur social. Et c'est pas un hasard si les rapports de Transparency International nous classent seulement au 22e rang mondial, parmi les plus mauvais élèves de l'Europe. Nous sommes en retard, comme sur beaucoup de points d'ailleurs, nous sommes en retard à l'échelle européenne, et nous sommes dans le peloton des mauvais élèves de l'Europe, avec des pays comme la Grèce, etc. Bon. Deuxième chose, du côté, je dirais, de l'appareil politico-judiciaire, il faut passer d'une culture de l'impunité, de cette culture très régalienne de je suis propriétaire du pouvoir, et ce pouvoir n'y touchez pas trop, il nous appartient et l'opinion n'a pas trop à s'en saisir, à une culture de la sanction.
Il faut aller véritablement à la sanction des dérives, parce que cette sanction, historiquement, eh bien, on la trouve très rarement ou de manière très légère. L'affaire de Panama dont je vous parlais tout à l'heure, c'est 150 personnes dont on a quasiment prouvé la culpabilité et un seul condamné. Stavisky, c'est 2 ou 3 députés des radicaux qui ont été exclus pendant 3 ou 4 ans du Parti radical. C'est pas beaucoup. Les affaires Conseil municipal de Paris, le système de la mairie de Paris, voilà, le principal responsable est passé plus ou moins à côté de tout ça. Donc, tout ça mène à quoi? Ça mène à ce que nous dit M. Henri Guénaud, c'est-à-dire qu'il remet en cause le pouvoir judiciaire, le rôle du juge d'instruction, et ça peut mener à des dérives qui vont beaucoup plus loin. Je pourrais développer. Troisième point, du côté des politiques, là encore, il faut passer d'une culture régalienne à une véritable culture démocratique. Et je crois que certains hommes politiques en sont persuadés, ils ont écrit des choses là-dessus, certains qui sont à cette table d'ailleurs. Donc je souscris. Il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience des politiques. J'ai l'impression que c'est le cas dans les jeunes générations politiques. Je pense qu'il y a une prise de conscience, en tout cas tous ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler, mais je ne suis pas non plus forcément dans la confidence. Parce que la volonté de purger les écuries d'Augias, la volonté de réguler tout ça, c'est très très vieux. Ça remonte aux années 1880 et il ne s'est pas passé grand-chose. Alors évidemment, attention à la transparence, qui est une fausse régulation. Transparence, c'est le voyeurisme, c'est l'américanisation de la vie politique, c'est ce à quoi nous a amené d'ailleurs la présidence Sarkozy, et d'ailleurs au fond la présidence Hollande, et je dirais même le couple Hollande-Royal pendant des années, c'est-à-dire une sorte de storytelling permanent, de publicisation de l'intime. C'est pas ça que l'on demande, c'est pas qu'on publie les patrimoines de nos élus, parce que ça au contraire, ça contribue à entretenir la suspicion, puisqu'on se dit... Ce qu'on nous livre là, c'est des broutilles, ce n'est pas vrai. Non, le contrôle des institutions et des moyens pour contrôler. C'est ça dont nous avons besoin, me semble-t-il. Attention aussi à la législation à chaud, c'est-à-dire à ce qui s'est passé, à ce qui se passe régulièrement, à ce qui s'est passé avec les programmes, le projet de François Hollande. Très étonnant parce qu'au fond, il y a des commissions qui travaillent depuis très longtemps. Il y en a eu plusieurs, y compris la commission Jospin. Bon. Et là, soudain, hop, on nous sort comme un lapin de son chapeau des mesures qui relèvent, là encore, j'ai l'impression, moi, du paraître et non pas de la réalité de la régulation. Bref, beaucoup de choses à dire. Comme le disait Georges Bonnet à la Chambre le 14 novembre 1930, dites-leur que c'en est fini des scandales, de la camaraderie, des complaisances coupables. Eh bien ça, c'est ce que j'adresse à François Bayrou, et maintenant il va nous dire comment faire. Voilà. C'est pas moi qui vais dire comment faire, je raconte seulement une histoire. J'avais avec François Mitterrand des relations qui étaient humainement bonnes, même si politiquement nous étions adversaires. Et un jour, je le voyais particulièrement sombre, il y avait des affaires qui traînaient. Et je lui dis, enfin je l'interroge sur ça, je ne sais pas quoi, je dis une phrase en disant « mais l'État doit pouvoir », et il me dit « il n'y a plus d'État ». Ah, je dis « pourquoi il n'y a plus d'État » Il était président de la République, hein. Et j'étais ministre du gouvernement. Il n'y a plus d'État. Et je dis « pourquoi dites-vous qu'il n'y a plus d'État » Il m'a dit « parce qu'il n'y a plus de raison d'État ». La raison d'État, vous savez, c'est cette exception qu'on fait à toute justice au bénéfice de l'État. C'est cet admirable sauf-conduit qui, dans les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, avait été remis et dont les mousquetaires se sont servis pour éliminer Milady. Il y avait écrit « c'est sur mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait ». Et la nostalgie de François Mitterrand, exprimée directement à quelqu'un pour qui il avait
bienveillance et c'était ça. Il pensait que la fin de la raison d'État, que les juges et les journalistes pouvant accéder ou chercher à accéder au secret d'État supprimaient l'État. Eh bien, nous croyons exactement le contraire. Nous ne croyons pas que la transparence absolue existe. Nous ne croyons pas du tout qu'il faille allumer les projecteurs au-dessus des chambres à coucher, des excellences ou... non. Mais nous pensons qu'il y a, au fond, à repousser le cynisme de ceux qui pensent que la fin justifie les moyens. Et nous pensons qu'il y a une unité profonde, consubstantielle, on dirait, si on voulait faire de la théologie, une unité profonde entre la fin et les moyens. Et nous nous efforçons d'en être là. C'est la raison pour laquelle cette famille politique a pu, depuis de longues années, en tout cas depuis que j'en ai la responsabilité, éviter d'être prise dans aucun des scandales qui ont marqué les temps que nous vivons. Voilà, c'est ma seule indication, mais c'est à vous maintenant la parole. Une seule règle, comme vous savez, alternance féminine-masculin. Féminin, masculin, féminine, masculine, s'il s'agit du qualificatif pour les questions. Oui, très rapidement. Attendez, il vous faut un micro, autrement vous ne serez pas enregistré et pas entendu par Internet. Alors, qui distribue le micro? Il y avait d'habitude... Non, il y avait... Très simplement, n'y voyez pas de flagornerie à propos de la mixité ou de la parité. Dans quelle mesure la perspective d'une parité ou de plus grande proportion de femmes dans le personnel politique de pouvoir pourrait modifier consubstantiellement les attitudes par rapport à l'argent, l'enrichissement personnel? Là, franchement, j'avoue que je n'avais pas réfléchi à cette question. Pour la bonne raison que vous ne l'ignorez pas, notre histoire politique est celle de la masculinité. J'ai pas dit de la virilité, mais la masculinité. Ce qui est sûr, en tout cas ce qui doit faire l'objet, me semble-t-il, d'une réflexion du politique, du législateur, c'est réfléchir précisément sur l'un des points sur lesquels j'ai insisté, à savoir cette conception régalienne et très propriétaire des élites politiques françaises. Et donc, à la nécessité, éventuellement, de mieux répartir cette propriété, c'est-à-dire de mieux répartir les charges d'élus, c'est-à-dire, éventuellement, d'aller vers le non-cumul, d'aller vers le raccourcissement des mandats, d'aller vers une meilleure répartition sociologique des détenteurs du pouvoir politique. Ça avec aussi la lutte contre le conflit d'intérêts, mais c'est encore autre chose. Maintenant, dire qu'une femme, a priori, est moins sensible aux sirènes de la corruption qu'un homme, j'aimerais le croire, mais j'avoue que là-dessus, je n'ai pas de... Vous pensez vraiment... Alors, si l'on considère que les moteurs de la masculinité sont effectivement l'argent, le pouvoir et le sexe, mais on va le mettre à part, éventuellement, parce que je ne permettrai pas une telle assemblée, on pourrait considérer que ce goût de l'argent qui fait partie aussi peut-être, qui fait partie intégrante de cette conception du pouvoir que se fait le mal dans une société démocratique. Peut-être qu'il y a quelque chose effectivement d'assez masculin. Mais franchement, là, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas compétent. Moi, je ne peux pas parler d'honnêteté personnelle en face de l'argent, je peux parler d'honnêteté intellectuelle. Moi, je suis un des rares politiques authentiquement féministes qu'on puisse trouver. Non pas misogyne, mais philogyne. Et il suffit de regarder mes équipes pour se faire une idée de
cette phylogénie. Parce que je pense en effet que nombre de femmes sont engagées davantage profondément dans les idées, dans les convictions, dans l'attachement à un courant politique. Nombre, mais pas toutes. Parce que je pourrais citer sous la torture, mais je ne serais pas torturé, je pourrais citer des exceptions notables. Mais pour l'essentiel, en effet, peut-être en raison de cet aspect hormonal de coq qui veut régner sur le tas de fumier sur lequel il se trouve, que les hommes politiques ont assez souvent, en effet, ils sont, eux, plus fragiles en face de la tentation du pouvoir, plus fragiles. Mais il y a des exceptions. Je voudrais citer une deuxième chose, alors qui est de l'ordre aussi de ce que j'ai rencontré personnellement dans ma vie. J'ai vu de près le mécanisme qui se produisait lorsque un certain nombre des hommes politiques dont les accidents ont été retentissants et les dévoilements de dérives ont été très graves, j'ai vu ce qui s'était passé. Un certain nombre de ceux-là, dans les années 80-90, ont pensé, comparant la situation matérielle qui était la leur, qui leur était faite en tant qu'hommes politiques, et la situation matérielle qui leur était faite, qui était faite à leurs collègues, amis, condisciples, par exemple, de l'ENA. Les uns dans la fonction publique, les autres dans le monde du privé. Ils disaient, mais enfin, on n'est pas plus mauvais qu'eux et on est même meilleur qu'eux. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'eux, on leur fasse des situations comme ça et nous, que nous soyons dans la difficulté? Car, je vais dire une phrase qui est incompréhensible et qui ne serait pas acceptée par un très grand nombre de nos concitoyens, car un homme politique honnête ne peut pas s'enrichir par son mandat. Il peut quelquefois s'enrichir par d'autres voies, héritage, je ne sais pas quoi, ses propres dons d'entrepreneur. Mais un homme politique, un parlementaire honnête, il a, en raison des obligations de sa charge, et en raison du fait qu'il a deux, en général, localisations, cet homme politique, ce parlementaire-là, surtout s'il n'a que ce mandat, il ne peut pas constituer un patrimoine comme on l'entend dans ces milieux. Et donc, j'ai des noms extrêmement précis, des visages extrêmement précis devant les yeux, j'ai entendu leurs récriminations. Par exemple, un parlementaire honnête, il ne peut pas aller dans un hôtel 5 étoiles. Or, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la vie, parce que leurs copains de classe ont ce genre de vie, les vacances somptueuses, les hôtels somptueux, ils avaient un sentiment de déclassement. Et leur faiblesse, elle venait beaucoup de ce sentiment de déclassement-là. Alors c'est quelque chose qui est naturellement très difficilement explicable, parce quand on dit ce qu'est le salaire d'un parlementaire, qui est de l'ordre de 4 800 € pendant les 25 premières années de sa vie parlementaire, pour le français salarié moyen, c'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais quand vous êtes cadre chez Renault, Peugeot, chez Ariane Espace ou dans le nucléaire, c'est une toute petite somme. Et il y a parce que c'est vraiment un temps de mutation. La mutation principale de notre temps, elle est dans le creusement des inégalités. Avec
95% de la population qui reste plutôt dans le bas de l'échelle, mais les 5% les plus hauts, et les 1% les plus hauts, et les 1 pour 1000 les plus hauts. Et quand vous êtes sorti dans la botte de l'ENA, vous considérez que vous êtes plutôt dans le 1 pour 1000. Eh bien là, vous vous trouvez spectaculairement déclassé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un appartement à Paris pour une famille, si vous n'en avez pas hérité. Alors c'est des choses extrêmement difficiles à expliquer parce que, naturellement, vous voyez qu'elle crée une espèce de scandale public pour des gens qui vivent avec 1 500 € par mois. Mais ça a joué un rôle très important auprès de gens brillants, reconnus, et qui tout d'un coup se sont laissés entraîner dans ces dérives-là. Voilà, c'est des nuances, mais je me devais de le dire parce que quelquefois il y a aussi des explications sociologiques à des faiblesses personnelles. Juste une intervention sur votre position. Comment expliquez-vous un micro? D'abord, vous n'avez pas respecté... Je vous donne la parole après. On va respecter l'alternance. J'avais 2 questions, donc une première à l'intervenant et ensuite une à M. Bayrou. Sur les dérives systémiques, tout à fait d'accord avec le terme que vous avez employé, mais il y a vraiment 2 rouages essentiels et fondamentaux dans cette dérive systémique. D'un côté, les citoyens et de l'autre, les institutions. Et à propos des citoyens, moi, je suis évidemment très pessimiste vis-à-vis de leur exigence, comme vous avez dit, de vérité et d'intégrité vis-à-vis des élus. Alors, 2 exemples pour argumenter. On peut citer l'exemple de Nicolas Sarkozy, qui, au lendemain de la mise en examen, un sondage qui est effectué, on arrive à 60% des Français qui estiment un retour possible, qu'il a encore un avenir politique. 2e exemple dans l'actualité, c'est l'affaire Cahuzac avec sa petite balade dans le marché et les réactions des individus qui estiment qu'il peut encore se présenter de nouveau. Bon, après, il n'est pas encore candidat, on le verra bien. Et c'est vrai qu'on a l'impression que, comme vous disiez tout à l'heure, le fait du tous pourri finit par banaliser finalement cette corruption. Et du coup, finalement, la proposition là, que vous disiez, en citant l'exemple du système norvégien, ce système norvégien, ça passe par un vote qui doit passer par l'Assemblée. Et j'en viens maintenant au 2e point sur les institutions. Et là encore, tout à fait d'accord sur le fait que vous ayez parlé de dons et de contre-dons, parce que c'est vrai que d'un côté, les partis majoritaires, vu le mode de scrutin, ce sont eux qui votent ces lois-là, qui les concernent eux-mêmes, puisque finalement ce sont les élus. Et on voit bien que finalement, les propositions qui ont été faites, ce sont vraiment des propositions à minima, parce qu'il n'y a pas eu réellement de grands changements. Et voilà comment régler ce problème-là des institutions qui font blocage pour une avancée vers plus justement d'intégrité. Et j'en viens à la 2e question du coup, sur la moralisation. J'ai vu les propositions que vous avez formulées et je voulais savoir en fait pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'à en fait l'inéligibilité à vie et seulement jusqu'à l'inéligibilité de 10 ans. Voilà. C'est très... poser des questions très fondamentales. Par quel bout les prendre? D'abord, juste 2 secondes pour revenir sur ce que disait François Bayrou, parce que pas très longtemps, j'ai participé à une émission de radio avec 2 élus de la République, un de droite, une de gauche, et ils me disaient exactement ce que vous me disiez. C'est-à-dire que ils me disaient, bah, écoutez, nous, on a choisi ce métier. Alors, nos motivations, c'est le service public, c'est aussi une partie de la gloire. Ils l'ont reconnu, mais lui me disait, moi si je retourne dans ma société de conseil, je vais gagner 10 fois plus, et elle me disait, moi si je retourne, je ne sais plus ce qu'elle était, avocat d'affaires, je vais aussi gagner 10 fois plus. Donc il faut bien avoir ça en tête pour comprendre, et comprendre aussi ce qu'a représenté, ce qui est au fond une vertu historique de notre système, c'est-à-dire la promotion républicaine. Avoir un rôle politique, ça fait partie aussi de cette promotion, de cet ascenseur social républicain. Et il est normal aussi que
bien, ça amène à une conception assez élitiste de l'exercice du pouvoir, et que cette conception élitiste puisse entraîner aussi des dérives dans la conception qu'on se fait de l'usage de ce pouvoir. Mais je reviens à votre questionnement. C'est vrai que la banalisation, ça c'est quelque chose de très historiquement très, très daté. Enfin, je veux dire que on le constate depuis les années 80, tous les sondages le montrent. Bon. Résignation, cynisme, banalisation du scandale. Ce que montre aussi notre vie politique, c'est que la plupart des élus qui ont été condamnés sont revenus dans la vie politique. Est-ce que ça veut dire que la société française de 2013 n'est pas plus exigeante et ne demande pas plus de transparence qu'elle n'en exigeait à la fin du XIXe siècle? Là, en revanche, je me pose des questions, et je pense de façon optimiste qu'il y a un mouvement qui relève de la maturation d'une démocratie, de l'ouverture, de l'écoute de ce qui se passe précisément dans les autres pays européens ou aux États-Unis, et qui fait que, alors à travers aussi la multiplication des médias, de la volonté d'investigation des contre-pouvoirs, et c'est là que c'est très très important aussi, que les contre-pouvoirs puissent jouer leur rôle à plein. Eh bien, je pense qu'il y a une aspiration, une demande des citoyens pour plus de transparence, plus de moralisation en tout cas, parce que je répète, le mot transparence peut être ambigu. Mais je pense que en dépit de ce que les sondages peuvent vous dire, et en dépit de ce que de ces résurrections ponctuelles de tel ou tel homme politique à tel moment discrédité, au fond, fondamentalement, il y a une aspiration vers la règle, vers la normalisation, vers la moralisation. Je le pense. Merci, je vous réponds en 2 mots. Pourquoi est-ce que j'ai écrit 10 ans au lieu de avis? Pour 2 raisons. L'une est juridique, l'autre est moralo-philosophico-spirituelle. Celle qui est juridique, c'est que c'est inconstitutionnel. On ne peut pas faire une peine à vie comme ça. La deuxième, c'est que j'appartiens à un courant de pensée et de conviction qui pense que les gens peuvent toujours s'amender. Même si, ou les deux, mais enfin s'amender. Et j'ai un argument complémentaire, c'est que quelquefois, ça n'est pas ceux qui ont fait les choses les plus graves qui se font choper. Je pourrais citer largement. Et donc, quelqu'un qui se fait attraper et condamné, il va être privé 10 ans, et l'autre, dont je sais qu'il a fait plus grave, bon, alors ça me retient d'avoir cette espèce d'intégrisme du doigt pointé et de l'accusation. Voilà, j'ai pas envie d'être le Savonarole. J'ai beaucoup porté les thèmes de la moralisation et du refus de la compromission avec tout ça, et je l'ai, je crois, pratiqué, sans du tout vouloir me donner en exemple, mais voilà l'explication. Je vous ai livré tous les secrets de la réflexion que j'ai conduite, parce qu'il aurait été électoralement plus favorable de dire, de se draper dans la pureté et de dire avis. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Monsieur voulait dire... Oui, oui. Juste une toute petite exemple, pour prendre l'exemple de l'affaire Cahuzac. Au fond, ce qui compte pour nous, ça n'est pas tant ce qui va advenir de monsieur Cahuzac. Bon, on espère que, en tout cas, il va comprendre à quel point il a joué un rôle dans ce fossé qui s'est creusé avec la classe politique. Mais ce qui compte, c'est la façon dont les politiques vont mettre en place, ou pas, des institutions, des organismes de régulation qui vont empêcher que ce qui s'est passé se reproduise. On est d'accord, c'est ça qui est important, me semble-t-il. Bref. Merci. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur? C'était juste une réflexion sur votre intervention. Je voulais vous demander pourquoi, à votre avis,
les gens qui, ayant fait ces études-là et sachant ce que vous avez très bien décrit, ont plutôt choisi à la fin de leurs études et à la sortie de l'école de faire de la politique plutôt que de rentrer chez Renault, chez Peugeot ou chez Airbus. Mais vous y avez parfaitement répondu en début. Oui, je vais même aller un peu plus loin. Il y a des gens pour qui il y a des choses qui comptent plus que l'argent. C'est-à-dire qui pensent que... Alors, je ne les classe pas du côté des anges purs et radieux. Et je ne m'y classe pas. Mais moi, je suis d'une génération pour laquelle les grands destins, c'était pas la banque. J'ai un jour, c'était mon premier 7 sur 7. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. J'étais très fier de faire 7 sur 7. J'ai compris après coup que j'étais détenteur d'un très gros marché public, puisque j'étais président d'une très importante collectivité locale, et que Bouygues était candidat à ce très gros marché public. Mais je n'avais vu que du feu. Moi, je croyais que c'était pour mes dons qu'on m'invitait à 7 sur 7. Cette partie de l'interview sera coupée s'il y a un montage. Et donc j'ai fait ça. Mais ils n'ont pas eu le marché. Hein. Je dis ça pour que on y soit qui mal y pense. Et donc à mon premier 7 sur 7, j'ai été interrogé par Anne Sinclair à l'époque, qui m'a demandé pourquoi j'avais choisi la politique. J'ai dit, pour moi, les grands destins, les vies qui valaient la peine, c'était ça. C'était les grands capitaines politiques, les grands noms, c'était Clémenceau, c'était des gens de cet ordre. Et j'ai dit, je ne pouvais pas choisir d'être banquier parce que pour moi, banquier, c'était le guichet du Crédit Agricole à Naï, le chef-lieu de canton. Je vous jure, il m'a fallu des années d'âge adulte pour comprendre que banquier voulait dire autre chose, d'âge presque adulte. Pour comprendre que banquier voulait... J'ai reçu des lettres furieuses de mes copains du Crédit Agricole de Naï en disant quoi? Alors nous, ça va... Voilà. Et donc, il y a des gens qui croient... Et, allez, disons la vérité, la notoriété ou le succès ou la gloire, ça compte beaucoup. Ça comptait beaucoup pour nous à l'époque. Un jour, un de mes amis à qui je voyais un destin politique est venu me voir et il partait dans le privé. Et je lui dis, mais pourquoi tu pars avec ce que tu as Il m'a dit, oui, mais je veux me constituer un patrimoine. Et il est devenu un très grand capitaine d'industrie. Il ne s'est pas constitué un patrimoine, mais 10 patrimoines. Bon, mais pour répondre à une question qu'on m'a posée, là, est-ce que vous échangeriez la vie? Non, je ne changerai pas la vie. C'est en quoi c'est aussi une vocation, vous comprenez? Hein? Alors, elle n'a pas que la volonté de service public, comme ils disent au micro quand ils sont devant le micro, mais il y a quelque chose d'autre, d'une réalisation personnelle. Voilà. Jean-Pierre Rioux, qui ne comptait... Non, cette question n'était qu'une remarque. Jean-Pierre Rioux voulait poser une question. D'abord, pour acquiescer personnellement et à titre familial avec ce que vient de dire François Bayrou sur le service de l'État et l'accomplissement personnel qui peut saisir un certain nombre de ces gens. Non, moi, on a une question très compliquée à gérer aujourd'hui dans le cadre de la moralisation en cours, parce que tout ce qui choque moralement n'est pas nécessairement illégal. Et c'est ça un de nos problèmes, n'est-ce pas? D'ajustement entre ce qu'est la légalité et ce qu'est notre exigence morale ou moralisante. Et donc, moi je me pose la question au fond de à quel étage républicain c'est le plus facile d'être ou non d'être corrompu. Parce que, et là on a peu de travaux historiques finalement. Parce que oui, on comprend bien que dans une culture de la raison d'État qu'on a dite, qui est très française et qui n'est pas du tout anglo-saxonne, très bien. Bon. On comprend bien qu'au sommet de l'État,
ce soit peut-être plus tentant, voire plus facile. Mais ce que je ne vois pas, et ça c'est une question politique qui nous intéresse ici tout particulièrement, comment ça se passe à la base? Comment ça se passe? Et là, je pose la question à tous ceux qui sont en train de faire des listes municipales quelque part. Comment il y a connaissance ou non, et pratique ou non, en dehors, je dirais, de la connaissance approfondie des dossiers, des dossiers municipaux. Comment on repère ou non la faille de démocratie qui est à quel étage, selon toi, il est plus facile d'être corrompu? Voilà ma question. Alors, il ne s'agit pas de faire du cloche-merle, mais il s'agit de ne pas toujours entonner les élites d'État, la raison d'État, etc. Parce que ça n'est pas vrai. Ce n'est pas que la seule vérité. Je le répète, moi il me semble qu'une des caractéristiques françaises, justement, mais comme le montrent les enquêtes qui sont menées, c'est précisément que cette corruption des élites n'est que la partie, j'allais dire, émergée d'un iceberg qui recouvre beaucoup de pratiques qui ne touchent pas d'ailleurs que la classe politique, mais qui touchent le monde des entreprises, le monde du sport. D'abord, parce qu'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Oui, mais exactement, il y a des corrupteurs. Et donc, des études locales, on en a très peu, si ce n'est des choses qui relèvent beaucoup de la rumeur, parce que ce sont des choses très difficiles à prouver. Mais évidemment qu'avec notamment depuis les lois de décentralisation, ça s'est multiplié. Les occasions de corrompre se sont multipliées. Et je pense au témoignage de Michel-Édouard Leclerc qui, à propos des implantations d'hypermarchés, disait de manière très claire qu'elles donnaient lieu de manière systématique à ce qu'on peut appeler de la corruption. Voilà. Donc, à partir de là, effectivement, c'est peut-être encore plus facile à l'échelle locale. Et d'ailleurs, les grandes affaires de corruption des années 90 sont parties ont été découvertes d'abord à l'échelon local, avant de... Voilà, l'affaire Urba, c'est parti d'une enquête sur Montpellier, sur les municipalités. Donc voilà, on est là en présence d'un archipel de petites et de grandes dérives, et de petits et de grands dysfonctionnements. Un mot. Moi, je pense qu'il y a une corruption décentralisée. Comme il y a pouvoir décentralisé, il y a une corruption décentralisée. Et si on faisait la somme des montants en jeu, je suis persuadé que la corruption décentralisée, additionnée simplement par addition, représenterait plus. Et donc, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un élément favorisant de la corruption, c'est l'hégémonie de deux partis ad aeternum sur la vie politique française. Tant que vous avez un mécanisme qui réserve le pouvoir à la technostructure ou la technopolitico-structure de deux partis hégémoniques assurés de conserver le pouvoir ou de retrouver le pouvoir quand ils l'ont perdu par un phénomène de vase communicant, vous avez sédimentation des mœurs de corruption passive et active. Parce que si vous êtes le corrupteur, il vous suffit de mettre des billes sur les deux camps. Et vous êtes sûr de gagner. Et donc, ne vous étonnez. Alors, vous mettrez des scénarios et des noms sur tout ça, mais moi, je vous garantis que c'est vrai. Tant qu'il n'y aura pas pluralisme à l'Assemblée nationale, je répète que les partis qui refusent de se soumettre à la loi des deux hégémonies ont plus de 40% des voix au premier tour de l'élection présidentielle et moins de 1% des sièges à l'Assemblée nationale. Le parti de gauche de Mélenchon, 0 siège. Nous, 2, et le Front National, 2. Ça fait 4 sur 577. C'est donc 0,6 ou 7% des sièges. Voilà. Point à la ligne. Et donc, vous voyez qu'il y a là
un phénomène de distorsion démocratique, sans avoir à juger des orientations des uns et des autres, qui est destructeur pour la lutte contre ces habitudes-là. Parce que si vous avez toujours le même personnel, et assez souvent les mêmes personnes, eh bien, l'élan démocratique, d'envie, de justice, d'idéal que vous représentez là, ne peut pas s'exprimer dans les institutions. Ça ne durera pas. Je suis persuadé que tout ça va trouver un jour ou l'autre une réponse. Féminine. Donc, bonsoir. Donc, Monsieur Bayrou, là, vous évoquez le rôle des centres, finalement, pour réguler. Non. Enfin, pas du tout. J'évoque le rôle du pluralisme. Du pluralisme, d'accord. Est-ce qu'on peut poser comme question le rôle des centres pour réguler ? Au niveau de ma commune, Fontenay-aux-Roses, 26 000 habitants, 92 Sud. Aujourd'hui, une liste UDI-UMP et une liste Modem-UMP. Donc des centres dispersés et sans force. Qui sera capable de ces propositions en tant que rempart, les centres ou les populistes? Et deuxième question, que pensez-vous en contre-pouvoir politique d'un collège de dirigeants au niveau des communes et d'un binôme homme-femme pour la présidence de la République? Bon, ce n'est pas le sujet de notre soirée, donc je vais répondre très rapidement. Je ne connais pas la situation de Fontenay-aux-Roses. Par nature, j'ai envie de vous dire, regardez la liste sur laquelle il y a des modems, c'est la meilleure. Mais je n'ai pas examiné les choses. Alors, quant au truc binôme masculin-féminin, franchement, ça ne m'emballe pas. Mais je ne trouve pas ça convaincant. Mais cela dit, je vais vous dire, ça n'est qu'accessoire par rapport à l'incapacité où nous sommes de réformer notre vie politique locale. On va garder des régions, des départements, des métropoles, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communes. Tout ça, c'est incompréhensible par le commun des mortels. Et en plus, pour ces fonctions-là, notamment à cause d'élections de cet ordre, la plupart des élus sont totalement inconnus. Un conseiller général, c'est connu. À la campagne, c'est totalement inconnu. En ville, il est élu simplement parce que le jour du scrutin, il a la bonne étiquette. Mais des gens totalement inconnus, ignorés. Les conseillers régionaux, dans mon département, je suis pourtant un observateur assez attentif de la vie politique, il y en a 17 ou 18. Je n'en connais pas 5. Là, je vous parlais des maires. Oui, bon, ben voilà, pour les maires, je... On va peut-être supprimer le maire et... Oh non, je ne crois pas au collège. Non, alors là, j'aurai un avis qui va vous heurter. Vous voulez maintenir toutes ces petites maisons? Je n'ai appris qu'une seule chose je n'ai changé que sur un point dans ma vie. Entre le jeune garçon de 20 ans que j'étais et le garçon de 20 ans un peu plus âgé que je suis aujourd'hui, il n'y a qu'une différence. Quand j'avais 20 ans ou 18 ans, j'étais autogestionnaire. Je croyais que les communautés humaines pouvaient faire surgir une volonté. Et voilà. Et aujourd'hui, j'avais des cheveux très... Et aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent que le leadership est en démocratie la chose la plus importante. J'ai trouvé cette semaine une phrase de Valéry qui est formidable. Il dit « S'il est un pouvoir réel, dans ce pouvoir, il y a du moi. » Eh bien, la démocratie, voilà pourquoi je suis plus pour la 5e République que pour la 4e République. Mais la 6e, je ne sais pas ce que c'est. Mais si la 6e, c'est le retour à la 4e, je suis contre. Si la 6e, c'est les avantages de la 5e avec un pluralisme organisé, je suis pour. Mais ce que veulent un certain nombre de défenseurs, guillemets, de la 6e, que j'ai été, et je me suis séparé d'eux sur ce point, c'est qu'il n'y ait plus d'autorité. Or, moi, je suis pour qu'il y ait une autorité.
Et c'est même le seul moyen de faire bouger les choses. Voilà ce que je crois. Mais ce n'était pas le sujet. Masculin et puis féminin ultime. Bonsoir. Je voulais moi revenir alors sur le sujet et puis sur un élément que vous avez peu évoqué dans votre discours. C'est l'acceptation du peuple de la corruption. J'ai été syndic de copropriété pendant longtemps et j'ai été surpris de voir qu'il y avait très peu de copropriétaires qui venaient contrôler mes comptes. Et parce que c'est casse-pied, la comptabilité, c'est un peu... Et puis j'ai été aussi surpris de voir qu'il y avait très peu de copropriétaires qui votaient pour le compte séparé, c'est-à-dire ce qui permet vraiment un véritable contrôle des comptes. Parce que, évidemment, on le paye un petit peu plus cher, donc on fait une petite économie. Et pourtant, c'est capital. Je peux vous attester qu'un syndic de copropriété peut s'en remettre plein les poches sans que personne y voit rien. Alors, il suffirait que le Parlement vote compte séparé obligatoire, et puis il y aurait peut-être plus moyen de détournement de fonds, et puis peut-être qu'il y aura plus de vocation, je ne sais pas, à contrôler les comptes. Enfin, et j'ai l'impression que c'est un exemple que j'ai vécu, mais M. Tibéri a été condamné, les électeurs du 5e l'ont réélu. Je me dis, mais il faudrait peut-être... Bon, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui déconne. Voilà. Non, mais cet exemple prouve à quel point pose la question de l'investissement démocratique qui est fondamental pour précisément le contrôle des élus. Mais pour qu'il y ait cet investissement du citoyen dans cette régulation, dans ce contrôle des élus, il faut qu'il soit motivé par la vie politique. Et formé, ça c'est fondamental. Éduquer aussi à des valeurs. Je pense que la question des valeurs aussi, la question de l'expertise aussi, mais voilà, je sais même plus ce que je... Oui, cette question-là, elle renvoie à ce que disait François Bayrou, précisément sur cette bipolarité hégémonique qui paralyse totalement la vie politique en France, autour de la présidentialisation, du deuxième tour de la présidentielle, parce qu'elle a tué le parlementarisme. Le Parlement, c'est une chambre d'enregistrement, et elle a tué les partis. Les partis ne sont que des machines, enfin les deux grands partis, ce que les politologues britanniques appellent les cartels, les partis du cartel, ne sont que des machines à fabriquer des candidats à l'élection présidentielle, et plus à produire de la pensée, à produire des idées. Et donc paralyse totalement tout ce qui est la réforme en réalité. On le verra bien, j'en fais le pari, y compris sur ces lois de moralisation proposées par François Hollande. Donc je reviens à ça. Pour qu'il y ait investissement du citoyen dans le contrôle des élus, il faut qu'il soit formé, qu'il soit éduqué, puis qu'il ait envie de le faire. Et pour qu'il ait envie de le faire, il faut qu'il y ait une offre démocratique pluraliste. Voilà. Un mot, ça sera peut-être le mot de la fin, avant que je ne remercie Jean Garrigue. Quand j'étais jeune, j'étais très ami avec un homme politique qui n'avait pas eu encore le destin qui a été le sien, qui s'appelait Helmut Kohl. Décidément, j'ai l'impression de cultiver les temps proto-historiques. Et je parlais beaucoup avec Helmut Kohl, et notamment de la constitution allemande, dont vous aurez observé, c'est quand même très intéressant, qu'elle n'a jamais été changée depuis la guerre. Depuis l'après-guerre. Nous passons notre temps à changer la Constitution, eux... Alors, je parlais de ce sujet avec lui un jour. Et il me disait, tu sais, pourquoi nous avons des institutions qui sont comme ça, inchangées ou protégées au travers du temps? C'est parce qu'on a tellement souffert, nous, peuple allemand, d'avoir des institutions boiteuses ou bancales, qu'on a réfléchi pendant des années, y compris dans les milieux anti-nazis pendant la guerre, à ce que pourraient être les institutions après. Et on parlait du mode de scrutin, et il m'a dit, et il y a au moins, donc, qui est très, très intéressant, il m'a dit qu'il y a au moins une chose qui est aussi importante que celle-là, c'est qu'ils ont décidé de faire une immense œuvre d'éducation civique par les partis politiques, fondations, les syndicats, fondations, et les religions. Il m'a dit, c'est pour ça que sur la feuille d'impôt
des Allemands, il y a l'affectation à une religion ou à une autre. Parce qu'on fait une sorte de service public de la formation civique assuré par les 3 grandes institutions qui organisent la société allemande. Eh bien, j'ai souvent pensé que ce besoin d'éducation civique-là, c'est une chose absolument essentielle. Je vais en ajouter une, et ne croyez pas que je sois un radoteur, plus exactement, je le suis, mais un radoteur qui considère que son radotage est fondé. Et la chose qui manque le plus, c'est le calcul mental. Les ordres de grandeur, parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un milliard, ce que c'est que... qu'est-ce qui est plus grand, 139 840 € ou 400 millions? Pour beaucoup d'esprits, ça se discute. L'affaire Tapie n'aurait pas été acceptée par la société française si les gens avaient su ce que représentent 400 millions d'euros. Ils ne l'auraient pas accepté. Mais 400 millions d'euros, ça passe vite. Ça passe aussi vite que 400 000 €. Un virement de 500 000 € ça fait beaucoup d'argent, mais peut-être par rapport à la circulation de sommes que par ailleurs on entend évoquer, c'est peu de choses. Mais vous voyez les ordres de grandeur. Or, ceci est de la responsabilité de l'enseignement primaire dans notre pays. J'ai essayé de le rétablir autrefois, ça a été effacé par mes successeurs, mais c'est très important. On vient de découvrir, là, étude d'avant-hier, que la France était le pays le plus en retard pour les opérations arithmétiques simples. Et pourtant, on a été très fort dans une mathématique spéculative, conceptuelle, très fort. Mais les opérations arithmétiques qu'on faisait de tête, avec les bûchettes pour savoir ce que c'était des dizaines, des centaines, des milliers, ça a complètement disparu et c'est un drame civique. Je ne parle pas d'un drame scientifique, c'en est un. J'avais essayé avec Georges Charpak, prix Nobel de physique comme ministre, de réintroduire tout ça. Ça s'appelait la main à la pâte. Hein? De réintroduire, qu'est-ce que c'est ça? C'est 10 litres. Et combien ça représente en centilitres? Et voilà. Cette idée-là de l'importance du réel mesurable et des ordres de grandeur, ça serait une lutte contre la corruption extrêmement précise. Le peuple français n'aurait pas laissé s'endetter son pays de 2000 milliards s'il avait su ce que c'était 2000 milliards. Il n'aurait pas fait. Et donc vous voyez à quel point tout se tient. Et je vous assure que je ne force pas dans le sens de ce que je crois. Je pense que c'est une discipline physique qu'on ne devrait pas connaître seulement du côté des directions des services fiscaux. Voilà en 2 mots ce que je voulais dire. Je voulais dire merci à Jean Garrigue, pardon. Fadila Méal, dernière question. Deux poids, deux mesures. Et avec peut-être un corollaire qui est une remise en cause très profonde des valeurs républicaines, au point d'ailleurs que certains aujourd'hui pensent à s'organiser sur des modalités qui ne sont pas toujours conformes à notre filière républicaine. Alors
Ça pose la question de l'exemplarité des élites. Et il est évident que dans ce fossé social qui se creuse, et dans une période particulière de crise, plus la crise est forte et plus mal est ressentie dans les catégories sociales les plus défavorisées, ces dérives, cette impression au fond que voilà, il y a une sorte d'élite de l'argent comme ça, un petit peu mal identifiée, et qui en prend à son aise avec ces sommes-là. Et c'est vrai que on peut avoir l'impression que la tolérance vis-à-vis de ces dérives-là, elle est contradictoire avec la sévérité mais là encore, moi je pense qu'il faut être très prudent, la conclusion que j'en tire, c'est un devoir d'exemplarité, de rigueur. Je ne dis pas de la morale, je ne sais pas bien ce que c'est, mais en tout cas d'exemplarité des élites, ça c'est sûr. Merci beaucoup à Jean Garrigue.